Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2778 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce lundi 22 janvier avec des anniversaires. On peut voir par exemple que Vincent Aboubakar, l'attaquant camerounais du Beşiktaş, il fête aujourd'hui ses 32 ans en ce 22 janvier. Et il y a aussi Franck Leboeuf, ancien joueur de l'équipe de France, de Marseille ou même de l'équipe de Chelsea, il fête aujourd'hui ses 56 ans. N'oubliez pas qu'il a remporté la Coupe du Monde 1998 ainsi que l'Euro 2000 avec les Bleus. On continue, on va parler maintenant de tout ce qui s'est passé ce week-end dans le football, en gros, en Europe, un peu partout dans le monde. Donc on commence tout d'abord avec la Coupe de France, avec le gros match hier entre Rennes et l'Olympique de Marseille. Ça s'est fini un partout, donc du coup pas de prolongation, directement tir au but. Et c'est l'équipe de Rennes qui a été meilleure que l'équipe marseillaise au tir au but. Donc les deux buteurs déjà dans le match, parce qu'il y a eu un partout. Terrier a répondu à Verretou qui avait ouvert le score côté Olympique de Marseille. Donc les statistiques de la rencontre, donc Rennes aura même pu gagner le match avant la séance des tirs au but parce qu'ils ont bien plus dominé l'équipe de l'OM, enfin surtout en termes de tirs cadrés, 7 tirs cadrés pour l'équipe de Rennes, seulement 2 tirs cadrés pour l'équipe de Marseille, mais j'ai dit, les deux équipes se sont départagées au tir au but. Et la une du journal Équipe aujourd'hui, la revanche de Rennes, donc à l'issue d'une longue séance de tir au but conclue par le jeune Mahamadou Naguida, un jeune joueur de 18 ans. Rennes a écarté l'OM qui l'avait éliminé de la Coupe de France la saison dernière, donc en gros on peut dire que Rennes en gros prend sa revanche par rapport à cette équipe marseillaise. Et c'est vrai que les attaquants étaient plutôt, les tireurs, parce qu'il y a aussi des défenseurs qui ont tiré les pénaltys. Donc tout le monde a marqué son tir au but à part. C'est qui? C'est Samuel Guigeot, le capitaine en plus de l'OM qui a tiré sur la barre transversale. Bon, côté Rennais, ils ont tout marqué. Donc il n'y a eu quand même aucun arrêt d'un gardien, que ce soit côté Marseille ou même côté Rennais. Et du coup, c'est Rennes, vu que j'ai dit Guigeot a tiré sur la barre transversale. Et Rennes se qualifie après avoir réalisé quand même 9 sur 9 lors de cette séance de tir au but. Et Marseille, les gars, lors des séances de tir au but, c'est pas ouf. Donc sur ces 8 dernières séances de tir au but, l'OM en a perdu 6. Donc il y a eu Annecy, par exemple, la saison dernière en Coupe de France. Il y a eu le Panathinaikos, on se souvient en tout début de saison lors des barrages de la Ligue des Champions. Il y a eu Rennes hier, donc en même pas un an pour les Marseillais. Donc voilà, ça fait comme 3 défaites d'affilée au tir au but. Enfin, lors des 3 dernières séances de tir au but qu'ils ont dû faire. Donc à chaque fois, c'est des éliminations pour l'équipe de Marseille. Et depuis sa dernière finale disputée en Coupe de France et perdue, lors de la saison 2015-2016, le bilan de l'OM en Coupe de France n'est pas à la hauteur des ambitions du club. N'oubliez pas que Marseille, les coachs, même les joueurs l'avaient dit en début de saison, les gars, que l'objectif c'était de remporter un trophée. Bon, il reste plus que 2 trophées possibles pour Marseille. Soit la Ligue 1, bon, on pense que la Ligue 1, les gars, c'est très compliqué, ou l'Europa League. Ça peut être jouable l'Europa League, mais bon, quand on voit des grandes équipes comme Liverpool et tout, ça va être compliqué d'aller chercher cette Europa League, donc, parce que la Coupe de France c'est déjà fini. Et on peut voir que c'est quand même des grosses déceptions à chaque fois. Donc là c'est Rennes, la saison dernière ça a été Annecy, il y a eu Nice en quart, il y a eu Canet-Roussy en 16e, il y a eu l'équipe de Lyon en quart en 2019, il y a eu Andrézieux, Botéon en 32e. Mieux, c'est des quarts de finale, c'est tout. Il n'y a même pas de demi-finale pour Marseille qui vise à chaque fois au moins un titre. Et la Coupe de France est un titre bien sûr que Marseille vise, et du coup c'est encore un échec pour cette saison. Et Gattuso il a dit, le football est ainsi, on est désolé, c'est beaucoup de tristesse et de déception, mais on a quand même fait un bon match, les joueurs se sont battus, mais on sait que c'est ce que sont les tirs au but, il y en a qui pensent que c'est la loterie, non, il faut être meilleur que son adversaire. Et hier il y a eu un raté, c'est le raté de Samuel Guigeot sur la barre transversale. Jonathan Klaus qui s'exprime après le match, on avance malgré tout, peut-être pas assez vite, on a de nouveaux joueurs, on essaie de les intégrer du mieux possible dans l'ensemble, on n'est pas ridicule. C'est un match malheureusement perdu quand même. Il y a des choses positives à tirer, mais il faut qu'on appuie sur l'accélérateur, c'est vrai. Parce que Marseille, pour l'instant, fait une saison compliquée en championnat. Ils ne sont pas sur le podium actuellement. Ils sont quand même loin des places qualificatives pour la saison prochaine en Ligue des Champions. Puis là, ils viennent d'échouer pour remporter cette Coupe de France. Donc peut-être on se dirige encore de nouveau sur une saison blanche pour l'équipe de l'OM. Et ça, quand il dit, tiens, on a de nouveaux joueurs, tout ça, parce que c'est vrai que Marseille a recruté quelques joueurs sur ce mercato. Et on va parler, du joueur qui remplace Renan Lodi, qui est parti lui du côté de Al Hilal. Donc c'est le Suisse de 28 ans, Ulysse Garcia. Donc il a joué hier, et dans le journal La Provence aujourd'hui, il a obtenu la note de 3 sur 10 par rapport à son match. Donc il s'est fait ridiculiser par Guedla Doué sur un arc-en-ciel du Rennais. Il a souffert défensivement à chaque attaque bretonne, ajoute le quotidien régional. Donc voilà, c'est une recrue de l'OM, et pour son premier match, il est passé complètement à côté de sa rencontre, le défenseur gauche suisse. Toujours du côté de l'Olympique de Marseille, donc il y a aussi des gros coups durs pour des joueurs qui sont sortis sur blessure. 16e minute, c'est Murillo qui sort sur blessure, et à la 27e minute de jeu, les gars, c'est Nadir qui sort sur blessure, et ça sent pas bon du tout. C'est Mehdi Benatia, les gars, qui a dit ça concernant la blessure de Bilal Nadir, qui jouait titulaire parce que
Il y a déjà pas mal de blessés. Il y a Rongier aussi qui n'est pas là au milieu de terrain. Puis il y a aussi pas mal de joueurs à la CAN. Donc actuellement, voilà, c'est très compliqué de composer une équipe du côté de Marseille parce qu'il y a beaucoup d'absents, soit des blessures, soit des joueurs qui jouent la Coupe d'Afrique des Nations. On va parler d'Aubameyang, donc invisible hier, une note de 3 sur 10 aujourd'hui dans le journal Équipe par rapport à son match. Donc un match oublié pour l'attaquant gabonais. Donc Enzo le fait lui en jambe, l'attaquant rennais, a obtenu la note de 7 sur 10. Et du côté de Marseille, donc comme d'habitude, les supporters marseillais étaient nombreux du côté de Rosenpark. Ils ont mis une grosse ambiance lors de cette rencontre. Mais bon, Marseille a été éliminé. On continue les gars avec cette Coupe de France. Il y avait le PSG, il jouait samedi soir contre Orléans. Donc ça passe sans souci pour le PSG. Une victoire 4-1, donc doublé de Kylian Mbappé. Un but de Ramos et un but du jeune Mayulu. Donc voilà, parfait pour le Paris Saint-Germain qui se qualifie tranquillement pour les pour les huitièmes de finale de la Coupe de France. Donc voilà, 8 tirs cadrés pour le PSG, 4 buts inscrits. Donc sans pitié pour l'équipe de Paris. Voilà, qui n'a même pas dû hausser son niveau pour passer, bien sûr. Voilà, le PSG après est tellement fort. Donc après Mbappé, les gars, sur ce match, c'est vrai qu'il a, je dis, il a marqué un doublé de buts, mais aussi un doublé de passes D. En gros, les décisifs sur les 4 buts Kylian Mbappé, c'est fou. Il est déjà impliqué dans 11 buts quand même sur ces 4 premiers matchs de 2024. On est seulement le 22 janvier. Il a joué seulement 4 matchs, les gars, depuis Toulouse, trophée des champions. Et à chaque fois, il a été décisif. Regardez-moi ses stats, les gars. Kylian Mbappé, je crois qu'il est en train de commencer une année la meilleure de sa carrière. C'est quand même incroyable, les stats là, de Kylian en ce début d'année 2024. Et les stats du coup de Kylian Mbappé en Coupe de France, parce que j'ai dit, on rajoute 2 buts et 2 passes D, donc il monte son total à 27 matchs et surtout à 34 buts et 14 passes décisifs en 48 fois en 27 matchs. Donc en gros, chaque match de Coupe de France, il est décisif 2 fois à peu près. Kylian Mbappé, c'est quand même exceptionnel. On va parler du jeune Seny Mayulu à 17 ans, donc il est rentré en cours de jeu. Et ce jeune joueur qui avait déjà joué contre l'US Revel le dimanche d'avant, donc il a également encore eu un peu de temps de jeu. Et il a été buteur quelques minutes après son entrée en jeu. Et ce jeune Mayulu, les gars, regardez, en 2018, les deux milieux du PSG finissaient meilleur buteur du tournoi U12 de la Liga promise et récupèrent chacun leur trophée des mains de Raoul. Raoul, légende du côté du Real, parce que c'est un tournoi avec pas mal de centres de formation. Il y avait les jeunes U12 du PSG qui avaient joué cette rencontre, enfin ce tournoi. On peut voir Zeremri et Mayulu, les gars, qui étaient juste à côté de lui là. Donc 6 ans après, l'un vient de marquer à 17 ans son premier but, donc Mayulu, et l'autre au même âge est déjà international français. Donc là, bien sûr, on parle de Warren Zeremri. On continue les gars avec la Coupe de France. On va parler du dernier vainqueur de la Coupe de France, Toulouse, qui jouait du côté de Rouen et donc d'un match complètement fou, 3 partout, et du coup pas de prolongation, mais du coup tir au but directement, et c'est Rouen qui a été meilleur que l'équipe de Toulouse. Du coup, Toulouse est éliminé de cette Coupe de France. C'est quand même une grosse surprise à Rouen. C'est une équipe de 3ème division française. En plus, c'est un promu de national, mais une très belle équipe. Donc voilà, les stats sont quasiment pareils. 14 tirs, 16 tirs pour Toulouse, 8 tirs cadrés pour les deux équipes. Et c'est Rouen. Bon, il y a eu 3-3, mais au tir au but, en plus, une séance de tir au but complètement folle. Il y a eu 12 tirs au but inscrits par Rouen, 11 par l'équipe de Toulouse. C'était fou, tout le monde marquait, puis voilà, un coup il y en a bien qui n'a pas marqué. C'est le joueur de Toulouse qui n'a pas marqué, et eux, Rouen, les gars, ils ont marqué quand même tous leurs tirs au but, c'est quand même exceptionnel. Donc félicitations à cette équipe de Rouen. Et le FC Rouen est le seul club d'une division inférieure à éliminer le vainqueur de la compétition depuis 10 ans. Ils éliminent c'est vrai, Toulouse qui avait remporté cette Coupe de France il y a quelques mois. On va parler du dernier finaliste aussi de la Coupe de France. Nantes aussi passe à la trappe. Donc Nantes joue contre Laval, c'était samedi. Et Laval s'est imposé 1-0. Donc gros coup dur pour Nantes. En plus, c'était à domicile. En plus, Laval, c'est l'équipe de Ligue 2. Nantes devait s'imposer. Et du coup, défaite pour les Canaries. Pourtant, ils se dominaient le match. Plus de 20 tirs, 6 tirs cadrés, 0 but inscrit. Laval, moins de tirs cadrés, mais un but. Et c'est bien là que ça a été le plus important. Et Laval se qualifie pour les 8e de finale de la Coupe de France pour la première fois depuis 21 ans. Donc c'est magnifique pour eux. Et surtout, en plus, ils réalisent une très belle saison actuellement du côté de la Ligue 2, qui ont failli descendre en national la saison dernière. Et cette époque nantaise semble bien loin. C'est vrai qu'en 2022, vainqueur de la Coupe de France, on se souvient Nantes qui avait gagné cette Coupe de France la saison dernière, donc finaliste de la Coupe de France. Bon, ils avaient pris une grosse correction contre l'équipe de Toulouse, mais vraiment, ils ont joué quand même les 2 dernières finales de Coupe de France, et là, ils échouent dès les 16e de finale. Cette équipe de Nantes, c'est vrai que les 2 derniers vainqueurs de la Coupe de France, donc Toulouse et Nantes, ont été éliminés au 16e de finale de cette édition 2023-2024. Et Nantes, les gars, si on regarde aussi les stats qu'ils ont aussi en championnat, ça va pas les gars. Sur leurs 6 derniers matchs, ils ont 5 défaites. Ils ont juste gagné contre Pau, une équipe de Ligue 2, c'était
le match d'avant, les 32e de finale de Coupe de France. Sinon, une défaite contre le PSG, Brest, Lyon, Clermont et Laval. Hein, ça n'avance pas actuellement à l'équipe de Nantes. Et quand on pense à Gourvenec, les gars, on pense qu'à tout moment, il peut déjà se faire licencier. C'est qu'il y a eu quelques coachs du côté de Nantes. C'est même pas lui qui a commencé cette saison. Sur le banc nantais, il pourrait déjà être licencié. Quand on voit quand même cette série de défaites qu'en train d'enchaîner l'équipe du FC Nantes. Et certains joueurs nantais ont discuté près de 30 minutes après l'élimination de Coupe de France face à Laval. En gros, ils ont parlé des joueurs avec les supporters, parce que les supporters étaient très déçus de se faire éliminer. On peut voir que les supporters nantais ont même tenté d'introduire le tunnel de la Beaujoire, parce que ils commencent à disjoncter bien sûr les supporters nantais par rapport à ces défaites. Ils ont essayé de rentrer dans le stade pour essayer d'en découdre tout simplement avec les joueurs. Et c'est vrai que le stade était quasiment à guichet fermé. Il y a une magnifique ambiance. À la 9e minute de jeu, les gars, il y a eu un vibrant hommage à Emiliano Sala, parce que c'était exactement hier où on apprenait son décès. C'était il y a 5 ans, jour pour jour. C'était il y a 5 ans. Ton sourire manque à la Ligue 1, Emiliano Sala, on ne t'oubliera jamais, bien sûr, cet ancien joueur du FC Nantes. On sait qu'il avait perdu la vie dans un crash d'avion en allant du côté de l'Angleterre pour signer à Cardiff. Donc on n'oublie pas, c'était il y a 5 ans, jour pour jour, hier. Regardez, même Mbappé, les gars, sur sa story Instagram, il a mis une petite photo de lui à l'époque avec Sala, avec bien sûr cette date, déjà 5 ans, bien sûr, ça passe tellement vite. On continue les gars avec Sochaux, contre le Stade de Reims et Sochaux, un peu comme Rouen, tout à l'heure qu'on parlait, une équipe de nationale qui a éliminé une équipe de Ligue 1, c'est la même chose, Sochaux, une équipe de nationale élimine une équipe de Ligue 1, le Stade de Reims. Bon là aussi, après la séance, des tirs au but, parce qu'il y a eu 2 partout, du coup tir au but direct, et c'est Sochaux qui a été meilleur lors de cette séance des tirs au but. Donc déjà on peut voir les stats dans le match. Bon, Reims logiquement a dominé le match, mais c'est bien Sochaux qui s'impose et surtout qui se qualifie pour les 8e de finale, et ça fait la une du journal L'équipe aujourd'hui. Tout Sochaux à ses pieds, en parlant du gardien qui s'appelle Mathieu Patouillet, qui a été bon lors de cette séance de tir au but, vu qu'il a fait un arrêt, et du coup Sochaux se qualifie. Bordeaux contre Nice, donc c'est Nice qui s'impose contre l'équipe de Ligue 2 Bordeaux, et du coup Nice se qualifie. Bon, on peut voir tous les buteurs de la rencontre, là c'est marqué là, les statistiques de la partie, mais surtout ce qui s'est passé, c'est avant le match, parce que c'était très chaud entre les supporters niçois et les supporters bordelais. Quelle image catastrophique entre niçois et bordelais, parce que je crois que les deux groupes de supporters ne s'aiment pas. Donc il y a eu des bagarres en gros. Et le communiqué de l'OGC Nice sur les incidents à Bordeaux, l'OGC Nice déplore l'agression subie par ses supporters suite à la tentative de vol de bâches par les supporters girondins, et attend que la lumière soit faite par les autorités compétentes. En gros, c'est en réalité les supporters de Bordeaux qui auraient volé les bâches des supporters niçois, et à partir de là, serait parti, on peut dire, en cacahuète. Donc des images amateurs semblent montrer certains supporters, entre guillemets, niçois, effectuant des signes fascistes à Bordeaux. Les journaux de Bordeaux ont officiellement annoncé mener une enquête. Donc voilà ce qui s'est passé lors de cette rencontre de Coupe de France, où c'est Nice qui s'est imposé, je dis, se qualifie. L'équipe de Monaco, ça passe également pour eux, jouent du côté de Rodez, et ça passe pour Monaco, une victoire 3 avec un triplé de Wissam Ben Yedder, l'attaquant français. Donc félicitations à l'équipe de Monaco. On peut voir quand même que l'équipe de Rodez, les gars, bien meilleur dans le jeu, avec peut-être moins de possession, mais 17 tirs contre 11 pour Monaco, et surtout 7 tirs cadrés pour Rodez, pour seulement un but marqué. Il y a eu comme 6 arrêts du gardien de Monaco, et Monaco est ultra efficace, 4 tirs cadrés, 3 buts inscrits par Wissam Ben Yedder. Et après son premier but, on a pu voir qu'il a enlevé son maillot, et il y avait une personne où c'était marqué RIP. En gros, c'est qui? Donc c'est hommage à son entraîneur plus jeune, Asdin Beguelati, décédé cette semaine, qu'il avait repéré au futsal et lancé en CFA, parce qu'à l'époque, avant qu'il soit footballeur, il jouait surtout beaucoup au futsal. C'est pour ça qu'il est très bon techniquement, et c'est cet entraîneur-là qui l'avait repéré tout simplement. Donc il est décédé, donc c'est pour ça bien sûr qu'il lui a dédié son but, et après même ses 2 autres buts, parce qu'il a marqué un triplé, Wissam Ben Yedder. Lille, les gars, ça passe également, il joue contre Racing CFF, et Lille s'est imposé, petite victoire. Haraldson, c'est un buteur sur coup franc direct, un très beau but, mais voilà, une petite victoire, et ça permet à Lille de se qualifier pour les 8e de finale. Ça passe également pour Brest contre Trélissac. Pourtant Trélissac menait 1-0, il venait d'ouvrir le score à la 76e minute de jeu, donc il reste à peu près un quart d'heure de jeu, et Brest a réagi juste après, donc 3 minutes après, penalty de Lala, et après c'est Stratiano qui a marqué à la 89e minute de jeu. Du coup en l'espace de 10 minutes, Brest a su marquer le but, et du coup se qualifie également pour les 8e de finale. Ça passe également pour Strasbourg, qui jouait du côté de Clermont, donc là c'était un duel 100% Ligue 1, donc Strasbourg victoire 3-1, et ça passe également pour Saint-Priest, donc là c'était le petit Pousset qui joue contre une autre
notre petite équipe. Hein. Donc Saint-Priest c'est National 3 et Romorantin c'est une équipe de National 2, bon, qui était quand même une division au-dessus. Ils ont pris une sacrée correction. Hein. Saint-Priest s'est imposé quand même 4-1 et du coup se qualifie également pour les huitièmes de finale. Et c'est la première fois bien sûr de son histoire hein, pour la Saint-Priest hein, qui se qualifie en huitièmes de finale. Jamais ils avaient atteint aussi haut on peut dire en Coupe de France hein, cette équipe de Saint-Priest. Du coup tous les résultats de cette Coupe de France, enfin les 32e de finale, enfin c'était les 16e plutôt, désolé. Donc voilà tous les matchs là. Donc là il y a les matchs vendredi, les matchs samedi et les matchs de dimanche. Donc il reste plus qu'un match hein, qui n'a pas été joué, il se jouera mercredi là, donc après-demain, c'est Feyenoord contre Montpellier. Pourquoi il ne s'est pas joué ce week-end? Parce que le terrain impraticable, il y avait trop de neige sur le terrain. Donc voilà, on connaît pratiquement toutes les équipes qualifiées, à part voilà, ce match-là qui sera désigné, on peut dire après-demain. Et on connaît déjà les huitièmes de finale. Parce que les tirages au sort a été effectué. Par exemple, le PSG affrontera l'équipe de Brest. Tiens, le PSG Brest. La semaine prochaine, c'est en championnat. Et en gros, ils vont s'affronter en l'espace de 2 semaines. Un coup en championnat et un coup en Coupe de France. Donc là, ça sera au Parc des Princes. Hein, donc voilà, parfait pour le PSG. Strasbourg jouera contre le Havre. Je sais pas. Tiens, Nice affrontera soit Montpellier ou Onol Feni, l'équipe qui affrontera Montpellier en Coupe de France. Lyon-Lille, hein, c'est quand même le gros choc. Sochaux contre Rennes. Ou par exemple, il y a Rouen hein, qui a éliminé l'équipe de Toulouse. Affrontera cette fois-ci l'équipe de l'AS. Monaco et Saint-Priest, le petit poussé, affrontera l'équipe de Valenciennes. Une équipe de Ligue 2. On continue les gars, on va parler cette fois-ci on va prendre la direction de l'Angleterre, on va parler de la Première Ligue et des matchs qui avaient lieu ce week-end. Donc tout d'abord Bournemouth contre Liverpool et c'est Liverpool hier qui s'est imposé 4-0. Donc un doublé de Nunez et un doublé de Diogo Jota, donc parfait pour eux, même si Mohamed Salah actuellement n'est pas là. Pas de souci, hein, ça passe tranquillement pour Liverpool. Très belle victoire pour les Reds qui ont dominé le match à 14 tirs, 7 tirs cadrés, 4 buts inscrits par Liverpool. Bournemouth les gars, à domicile seulement une frappe cadrée dans la rencontre. Donc festival des Reds bien sûr avec cette magnifique victoire 4-0. Ça passe également pour Arsenal, donc c'était samedi en tout début d'après-midi. Ils jouaient contre Crystal Palace, c'était le derby et Arsenal s'est imposé 5-0. Donc Gabriel a été auteur d'un but, même d'un doublé. Bon après, c'est lui vraiment qui a failli marquer le deuxième but. Mais bon, la balle rebondit sur la tête de Anderson, bien sûr, qui marque du coup contre son camp. Trossard a marqué également un but et Martinelli a inscrit un doublé. Donc voilà, match Manita, on peut dire, hein, pour l'équipe de Arsenal. 21 tirs, 6 tirs cadrés, 5 buts. Il y a eu seulement un arrêt du gardien de Crystal Palace et reprise explosive, hein, tout simplement, pour cette équipe des Gunners. Et c'est vrai que Gabriel, les gars, j'ai dit qu'il a marqué un but. Donc c'est déjà son 3e but hein, cette saison en 19 matchs. Donc il fait déjà mieux voilà, que Anthony qui a 17 matchs de Première Ligue cette saison du côté de Manchester United, toujours 0 but inscrit alors que lui il joue défenseur, n'oubliez pas Gabriel, lui a déjà marqué 3 cette saison, 2 buts. Et toujours sur ce match, hein, malgré que Crystal Palace a pris une correction 5-0, ce joueur les gars il a fait vraiment une belle partie, c'est Eze, donc 25 ans, donc il a fait un gros match, hein, donc lui il a vraiment des chances hein, de le voir quitter quand même ce club de Crystal Palace et jouer dans une meilleure équipe on peut dire l'été prochain. Et le message des supporters de Crystal Palace envers leur direction potentielle gâchée sur et en dehors du terrain, mauvaise décision qui nous font reculer, hein, donc voilà ce qu'ils ont pu mettre les supporters de Crystal, hein, très mécontents par rapport à la direction du club. Il y avait également Brentford contre Nottingham Forest et c'est Brentford qui s'est imposé 3-2, donc voilà, félicitations à eux et surtout les gars, on va parler de Ivan Toney qui était de retour après 8 mois de suspension, donc ça faisait plus de 266 jours, je crois, voilà, 266 jours depuis son dernier match. Après il avait été suspendu 8 mois parce qu'il avait fait des paris sportifs, il n'avait pas le droit, donc il avait pris 8 mois et du coup il a pu jouer. Et voilà, donc il avait dit, hein, tiens, il y a 8 mois je reviendrai plus fort, et c'est vrai qu'il est venu, hein, donc voilà, il était de retour et il a été buteur. Il lui a fallu seulement 19 minutes de jeu pour marquer superbe coup franc direct, magnifique but, hein, en plus bon là, je sais pas si vous avez vu l'action, en gros, normalement le ballon les gars aurait dû être 1 mètre à gauche, hein, et en gros il regardait, personne ne le voyait, en gros il décalait à chaque fois le ballon et en gros il était dans un meilleur angle et c'est pour ça qu'il a pu marquer ce coup franc direct, hein, c'est passé à droite du mur, le gardien n'a rien pu faire, donc c'est vrai que l'arbitre n'a pas vu, hein, parce que normalement le ballon aurait dû être 1 mètre à gauche, puis là ça aurait été un peu plus compliqué on va dire, hein, pour marquer ce but s'il avait tiré de la même manière. Bref, donc tant mieux pour lui parce que c'est passé, puis il a marqué, puis voilà, donc ça fait plaisir, hein, pour ce joueur les gars, un très bon footballeur, et c'est vrai que cette saison c'est son premier match de Première Ligue, un but. On revient aussi sur Anthony, tout à l'heure qu'on montait avec Gabriel. Donc Anthony c'est 17 matchs, 0 but, alors que Ivan Toney les gars,
Premier match de saison et déjà premier but pour lui. Sheffield United contre West Ham, score final 2 partout, ça s'est joué également hier. Donc voilà, tous les résultats. N'oubliez pas que cette journée de Première Ligue s'est étalée sur 2 semaines. Il y avait déjà eu 5 rencontres la semaine dernière et là il y a eu 5 rencontres sur ce week-end. Donc il restera un match encore ce soir, Brighton, Wolverhampton. Concernant par exemple City ou même Chelsea, n'ont pas joué ce week-end, c'était un petit week-end de repos parce qu'ils jouent beaucoup bien sûr ces derniers temps. Donc voilà, concernant cette journée de Première Ligue et classement, ça donne quoi? Donc Liverpool en tête, 48 points devant Manchester City. Après City, un match en retard. Donc voilà, City doit s'imposer pour revenir à 2 points de Liverpool parce qu'il commence à avoir un petit creux. Bon, Arsenal 43, Aston Villa 43 ou Tottenham 40 points. Donc voilà, c'est ultra serré. Manchester à loin quand même 7ème et Chelsea à la 9ème position 31 points. Ils ont quand même 17 points de retard sur Liverpool premier. L'équipe de Chelsea. On quitte, comment dire, la Liga, la Première Ligue, direction bien sûr la Liga maintenant, le 3e championnat que je parle tous les lundis. Et on commence avec le Real Madrid contre Almeria, c'était hier après-midi à 16h15. Donc le Real Madrid s'est fait très peur dans ce match parce qu'ils perdaient. Donc déjà ils ont pris le premier but au bout de 40 secondes de jeu, je crois 43 secondes de jeu, c'était déjà mené 1-0. Et surtout ils perdaient quand même 2-0 à la mi-temps, le Real contre Almeria, dernier du championnat, 0 victoire comme en ce début de saison. Bon après ils ont fait la remontada, on sait que le Real Madrid les gars, ils en ont fait énormément des remontadas. Donc il y a eu ça, Bellingham, Vini Junior et Carvajal à la 90e, plus 9 minutes de temps additionnel. C'était une fin de match totalement folle. Et le Real Madrid prend 3 points. Donc voilà, scénario de match complètement fou parce qu'ils perdaient quand même 2-0. Ils ont gagné le match à la fin 3-2 avec ce but, j'ai dit inscrit en toute fin de rencontre. Bref, donc 74% de possession de balle, 18 tirs, 6 tirs cadrés, 3 buts inscrits pour le Real Madrid. Et Carvajal délivre le Real Madrid avec ce but, je l'ai dit, à la 90e, plus 9 minutes de temps additionnel. Donc il a tout enlevé. Il a enlevé le brassard, c'était le capitaine. Il a enlevé le maillot, donc il a pris un jaune bien sûr. Voilà, parce que tu sais maintenant quand tu enlèves ton maillot, tu prends un jaune, mais il est tellement content bien sûr. Voilà, c'était le feu total. Bon, c'est vrai que c'était Almeria en face, le dernier du championnat, mais bon, quand on sait que le scénario du match, on peut comprendre bien sûr que ça a été une grande délivrance, une grande joie pour les joueurs du Real Madrid. Et Carvajal à la fin du match, donc il a dit, parce qu'en gros il y a des joueurs, par exemple d'Almeria, il a dit je pense que quelqu'un a décidé que nous n'avions pas le droit de gagner ici au Bernabéu et c'est ce qui s'est passé. En gros il dit que voilà, vu que le Real Madrid n'était pas en bonne posture, en gros les arbitres ont aidé le Real Madrid à revenir dans le match. On ne sait pas, c'est vrai qu'il y a eu des situations un peu délicates, on va revenir sur ça. Et voilà, Carvajal a répondu par rapport à ce qu'a dit ce genre de Almeria. Il a dit, j'ai l'impression, donc nous a volé. Donc lui il a dit, s'il peut voir tous les épisodes sereinement, il remarquera que toutes les décisions de l'arbitre étaient correctes. En gros que tout a été correct, qu'il n'y a pas eu de favoritisme, on peut dire, pour le Real par rapport à l'équipe de Almeria qui est 20e, n'oubliez pas, dernier, qui va certainement descendre la saison prochaine en 2e division. Ancelotti a dit la même chose, les décisions de l'arbitre étaient correctes aujourd'hui. Je comprends la réaction d'Almeria, mais tout était correct. Donc voilà, on va revenir déjà sur un truc. Sur Vini Junior, les gars, qui marque un coup de l'épaule, mais voilà, c'est épaule-main, on ne sait pas trop, donc ça se joue à rien. Bon, l'arbitre est parti voir la VAR, on peut voir que l'arbitre là montre que c'est l'épaule. Bon, l'épaule, ça compte, on peut dire, c'est comme la tête, le pied, tu peux jouer avec l'épaule. Bon, du côté d'Almeria, c'était plutôt la main parce qu'il a marqué avec l'épaule, la main, j'en sais rien, donc il a marqué un beau but, Vini, mais bon. Voilà, côté Almeria, bien sûr, on crie au scandale, parce que pour eux, ce but n'aurait pas dû être valable. Puis regardez, il y a déjà des montages les gars avec Maradona, on se souvient, ça mane Dieu lors d'une coupe du monde, c'était en je sais plus quelle année, contre l'Angleterre où il a marqué ce but de la main, donc voilà, il y en a qui ont enlevé la tête de Maradona pour mettre le visage bien sûr de Vini par rapport à son but de la main ou de l'épaule, après tout dépend comment vous le voyez. Aussi parce que les gars, Almeria a coup mené 3 dans le match et en gros le manager d'Almeria ne pouvait pas croire que ce but avait été refusé pour cette faute en amont, parce qu'en gros il y a eu un but et l'arbitre est parti voir la VAR parce qu'en gros il y avait une faute au départ de l'action et il ne pouvait pas croire ça, donc voilà, ça aussi que Almeria se dit voilà, peut-être que l'arbitre a favorisé tout simplement cette équipe du Real Madrid. Et c'est vrai qu'Almeria les gars n'a remporté toujours aucun match de championnat, ils étaient très proches déjà. Le match avant le Real, les gars, c'était un match contre Girone, ils avaient fait 0-0, mais ils auraient dû gagner de ce match. Et là, ils ont failli accrocher le Real Madrid, c'est fou. Mais bon, à chaque fois, ils n'ont pas gagné contre soit Girone, soit contre le Real. Et Bellingham, tiens, lui, il a marqué sur penalty, 28 matchs, 19 buts et 7 passes D pour Jude Bellingham. C'est lui qui a marqué le but de l'espoir, on va dire, du 2-1 pour le Real Madrid, pour après entreprendre la remontada. Et il a failli marquer en plus un but incroyable. Je ne sais pas si vous avez le match, les gars, il a tenté un retour acrobatique. Ça a frôlé
le poteau du gardien de l'équipe d'Almeria. Il aurait marqué quasiment le but de l'année, enfin en début d'année, mais il aurait marqué un sublime but. Jude Bellingham s'il y aurait eu un peu plus de réussite. Donc voilà ce qu'il y avait à dire sur ce match, les gars. Donc voilà, côté Almeria, ça crée au scandale. Côté Real Madrid, les décisions de l'arbitre étaient très correctes. Côté FC Barcelone, donc il jouait du côté du Betis. Betis, par exemple, cette saison, ils ont fait un partout à domicile contre le Real. Donc on sait que c'est compliqué d'aller là-bas à Betis-Séville et prendre des points. Le Barça l'a fait. Une victoire 4-2 pour le FC Barcelone et un énorme match de Ferran Torres, triplé pour Ferran Torres. Félix a également marqué un but à la 90e minute de jeu, en plus le but du 3-2, parce qu'après Ferran a encore marqué un autre juste après. Donc Isco a marqué doublé côté Betis-Séville. Les statistiques de la partie, donc un match dominé par le Barça, donc les tirs, tout ça c'est à peu près pareil, hein. C'est kiff. Et Ferran Torres, les gars, le grand match, enfin le grand joueur du match, hein, parce qu'il marque un triplé. On peut même rajouter une passe D, hein, donc décisive sur les 4 buts, hein, parce que sur le but de Félix, c'est lui qui fait la passe décisive, donc c'est fou. Donc on se dit oui, tranquillement, il est élu homme du match, hein, vu qu'il est décisif sur les 4 buts de l'équipe qui gagne. Pas du tout, les gars. Donc déjà on peut voir qu'il avait marqué aussi un but, hein, contre l'équipe de Détroit espagnol un jeudi soir, mais pas du tout, c'est même pas lui l'homme du match, les gars, c'est Isco qui a été officiellement élu homme du match. Il a marqué un doublé, Isco, et voilà, Ferran Torres, les gars, il a marqué un triplé et une passe D, et en plus son équipe gagne. Donc voilà, bon, je sais pas qui a voté, mais bon, c'est bien Isco, les gars, qui a reçu le prix du meilleur joueur de la rencontre. Bon, c'est dommage, hein, pour Ferran Torres, parce que pour moi, il aurait mérité plus. Donc Isco, les gars, il a marqué quand même un doublé en 5 minutes, hein, pour égaliser face au Barça, mais bon, ça n'a pas suffi, hein, parce qu'on sait qu'après ils ont pris 2 autres buts, hein, l'équipe du Betis, et du coup ont perdu le match, hein. Xavi, tiens, par rapport à Ferran Torres, il a dit: Ferran Torres a renversé la situation tout seul. Je lui ai parlé cet été, il m'a envoyé un message spectaculaire car il voulait réussir. C'est ce qu'il fait. C'est l'un des footballeurs qui a le plus de force mentale. Je suis très heureux, voilà, de sa saison, parce que c'est vrai qu'actuellement c'est une grande saison de la part de Ferran Torres. On sait que Lewandowski déçoit beaucoup, mais lui est en train de réaliser une très belle saison, hein, du côté du club Blaugrana. Et surtout on peut voir que Xavi était très content avec Ferran Torres, parce que c'est grâce un peu à lui qu'il sauve encore sa place sur le banc du Barça, parce qu'on sait que la situation de Xavi est un peu délicate, mais bon là c'est un petit peu mieux, hein. Mais bon, dimanche dernier on se souvient, après la défaite 4-1 contre le Real, c'était un peu chaud, hein, pour Xavi sur sa place d'entraîneur. Mais bon là, vu qu'ils ont gagné en Coupe du Roi il y a quelques jours, vu que là ils ont gagné hier, ça donne un peu d'oxygène, on peut dire, un bol d'air, on va dire, à Xavi, hein, pour rester sur le banc du FC Barcelone. On va parler de la surprenante équipe de Girona qui joue contre Séville. Girona s'est imposé 5-1, c'est incroyable. Il perdait 1-0, hein, Girona. Séville a marqué Romero à la 10e minute de jeu. Et 3 minutes après, égalisation de Dobrik. Les gars, c'est simple, hein, Dobrik, les gars, en l'espace de 6 minutes, il a inscrit un triplé. Réaction directe de Girona. Donc, incroyable, là, quand même, cette équipe, hein, que je disais en début de saison, ils vont s'effondrer et tout. Puis, au fil des matchs, au fil des mois, au fil des semaines, ça passe. Et non, j'ai vraiment l'impression que c'est vraiment... Enfin, qu'ils sont vraiment bons, oui, et qui peuvent vraiment jouer le titre, hein, cette saison. Donc incroyable, hein, cette équipe. Donc voilà aussi les statistiques de la partie. Donc le hat-trick, donc le triplé, hein, bien sûr, pour ce joueur ukrainien. Donc 13e, 15e et 19e minute de jeu. Donc voilà, incroyable, hein. Et 3 buts en l'espace de 6 minutes. Et Anthony encore, parce qu'Anthony, en gros, les joueurs de Manchester, à chaque fois, on compare ses stats, il se fait beaucoup clasher, ou beaucoup dézinguer, on peut dire. On a déjà montré tout à l'heure avec les joueurs de première ligue. C'est la même chose. Lui, 1 but en 1 an pour Anthony, et lui 3 buts en l'espace de 6 minutes pour le joueur de Girona. Et cette saison, il est en train de faire la saison de sa vie, à ce joueur Dobrik, hein. Donc 21 matchs, 14 buts et 5 passes D. Les stats sont quand même exceptionnels, hein, pour ce joueur de Girona. Il y avait aussi, tiens, Valence contre Bilbao. C'est Valence, hein, qui s'est imposé 1-0 lors de ce match de Liga, tout simplement. Donc voici les statistiques de la partie. Tiens, à noter la Real Sociedad, tiens, futur adversaire du PSG dans à peu près 3 semaines. Ils ont gagné 1-0 du côté du Celta Vigo. Ce week-end, tous les résultats. Donc il reste un match, un Grenade contre l'Atlético Madrid, c'est ce soir. Coup d'envoi à 21h, on parlera bien sûr du résultat demain et le classement. Donc Girona toujours un point devant le Real Madrid. À noter que le Real a un match en retard par rapport à Girona. Donc si le Real gagne son match en retard, ils seront devant. Donc l'équipe du Barça, bon, toujours loin derrière, mais heureusement qu'ils ont gagné, hein, parce qu'il y aurait eu un nul ou une défaite, hein, ils auraient été vraiment totalement décrochés des deux duos, enfin du duo là en attaque, hein. Bilbao à 4ème position et l'Atlético. Bon, si l'Atlético gagne, hein, ils retourneront sur la... En plus de l'Atlético à 2 matchs de retard, hein, par rapport à l'Athletic Bilbao. On prend la direction cette fois-ci de l'Italie. On prend la direction de Udinese, hein, contre l'AC Milan. C'était samedi soir et l'AC Milan s'est imposé 3-2 dans ce match. Okafor, Loftus-Cheek et Luka Jovic ont été les 3 buteurs côté milanais. Donc les statistiques, à noter que Florian Tomac a été buteur côté Udinese, hein, l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille. Bref, donc l'AC Milan a dominé ce match et voilà, gagné le match.
en fin de rencontre, hein, grâce à Okafor, quand même buteur à la 93e minute de la rencontre. Donc il ne restait plus rien. Mais nous, vraiment, ce qui nous interpelle dans ce match, c'est qu'on a encore vu des choses qu'on n'aime pas voir. Et c'est souvent en Italie qu'il se passe ce genre de choses. Donc le match entre l'Udinese et l'AC Milan est interrompu suite à des chants racistes. Des supporters de l'Udinese envers Mike Maignan, le portier français, s'est plaint de chants racistes. Donc il a dit au premier 6 mètres, hein, qu'il a effectué dans le match, j'ai entendu des cris de singe, puis ils ont refait en gros ces cris, hein, et j'ai appelé le banc et le 4e arbitre pour se plaindre, hein. Il faut des sanctions très sévères, le simple fait de parler ne sert à rien. Il a également dit, hein, je ne voulais plus jouer. Je lui ai dit, je dis à tout le monde, hein, que j'ai quitté le terrain, mais nous sommes une famille, je ne pouvais pas abandonner mes coéquipiers. J'étais en colère, pas déçu. Ce n'est pas la première fois que je vis ça. Mes coéquipiers, le staff, tout le monde m'a dit de rester fort dans ma tête et de donner la bonne réponse sur le terrain. Donc voilà, encore vu des problèmes de racisme, on peut dire, du côté de la Ligue italienne, hein. J'ai dit, ça commence à faire beaucoup, et même trop, bien sûr beaucoup trop, hein. On est quand même en 2024, hein. Léo Lega, donc il a envoyé beaucoup de force à son ami, hein, Mike Maignan. Tous les meilleurs gagnent comme ça, disons non au racisme, hein. Voilà ce qu'il a pu mettre, hein, sur sa dernière publication Instagram à la fin du match, hein. Il y a le message de l'Inter Milan, hein, donc le club rival à l'AC Milan. Ils ont mis, nous sommes frères du monde, nous sommes contre toute forme de discrimination, nous sommes avec vous. En parlant bien sûr de l'AC Milan et surtout Mike Maignan, hein, par rapport à ce qu'il a subi. Marcus Thuram aussi, tiens, genre de l'Inter, les gars, mon compatriote français de Mike Maignan, il a envoyé aussi un petit message. La même chose pour le Paris Saint-Germain, les gars. La famille PSG condamne toute forme de racisme sur en dehors des terrains. Nous soutenons Mike Maignan et continuerons notre lutte contre des actes inacceptables, hein. Kylian Mbappé, regardez aussi, il a réagi après le match contre Orléans, parce que c'est genre en même temps le match entre Orléans et le match de l'AC Milan. Donc quand il est rentré dans le vestiaire, il a vu ça sur les réseaux sociaux, il a mis un petit message, tu es loin d'être seul, Mike Maignan, on est tous avec toi, toujours les mêmes problèmes et toujours aucune solution, trop c'est trop. Non au racisme, l'équipe de France, hein, mais aussi un petit message, tu as notre soutien, Mike Maignan. On peut voir que Mbappé, les gars, félicité, hein, l'équipe de France par rapport à le communiqué de soutien qu'ils ont envoyé à Mike Maignan. Donc la Serie A affirme, hein, via leur compte Twitter, qu'elle combat toutes les formes de racisme, hein. Et l'Udinese, parce que c'est pas ça Udinese, ça, affirme qu'elle coopérera avec toutes les autorités chargées de l'enquête dans le but de prendre des mesures nécessaires pour punir les responsables de l'incident raciste dont a été victime Mike Maignan. Et le maire, hein, d'Udine, donc la ville d'Udinese, a annoncé qu'il souhaitait offrir le titre de citoyen d'honneur à Mike Maignan. Cela survient après les insultes racistes subies par le gardien samedi soir. De plus, il a ajouté, Udine n'est pas une ville raciste et a une longue histoire d'accueil, de solidarité et de respect. Donc voilà tout ce qu'il y avait à dire, hein. Puis regardez, ça a aussi fait les unes comment dire, au lendemain de ce qui s'est passé en Italie, hein, le courage du diable, la une d'Udine pour la Gazzetta dello Sport et la force de Mike de quitter le terrain pour carrière dello Sport, hein, donc voilà, par rapport à encore ce qui s'est passé en Italie. Et Infantino, le président de la FIFA, il a sorti un communiqué, nous devons mettre en place un forfait automatique pour l'équipe dont les supporters ont commis des actes de racisme, hein, ainsi que des interdictions de stade dans le monde entier et des poursuites pénales pour les racistes, non à toute forme de discrimination. Les joueurs touchés par les événements de samedi ont tout mon soutien. Bon, il dit ça à chaque fois, c'est bien Infantino, mais il n'y a pas d'acte après. Hein, il y a des paroles, mais il y a très peu d'actes. Hein, ça fait plein de fois qu'il dit oui, il faut que les équipes ou leurs supporters font des trucs comme ça. Mais en gros, perd le match. Hein, on attend 3-4 ans ça, puis il n'y a toujours pas d'acte. Maintenant, il faut des actes, hein, tout simplement, parce que ça fait trop, tout simplement. On continue, les gars, on revient au football. On va parler de la Juventus, tiens, qui jouait hier soir du côté de Lecce. Et la Juve, hein, sans souci, 3-0, ils ont gagné. Un Vlahovic doublé et Bremer également buteur. Donc les 3 buts ont été inscrits en deuxième période. Hein, il y avait 0-0 à la mi-temps. Et du coup, la Juve s'impose. Et la Juve s'empare actuellement de la place de leader de cette Serie A. On est dans le match en retard, bien sûr, l'Inter. Mais on revient, les gars, sur Vlahovic, hein, parce que Vlahovic, il est en grande forme. Regardez sur ses 7 derniers matchs, on peut voir qu'il a marqué pas mal de buts. L'AS Roma, tiens, contre Hellas Vérone, et là Roma s'est imposé 2-1. Lukaku et Pellegrini ont été les 2 buteurs. À noter que c'était la première De Rossi, le nouveau coach, qui a remplacé José Mourinho. On peut dire une première réussite pour Daniel De Rossi, sur le banc de cette équipe de l'AS Roma. Les autres résultats, donc il y a plein de matchs. Regardez par exemple là, le 14 février, donc là au mois de janvier, donc ça se jouera dans à peu près 3 semaines, là, toutes ces rencontres là, parce qu'en gros il y a eu la Super Coupe d'Italie, et par exemple les équipes comme la Fiorentina, la Lazio, Naples ou l'Inter n'ont pas pu jouer ce week-end vu qu'elles ont joué la Super Coupe d'Italie. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, à la finale, hein, Naples contre l'Inter, c'est tout à l'heure, c'est à 20h, hein, le coup d'envoi à Riyad en Arabie Saoudite. On parlera bien sûr du résultat demain. Donc voici, voilà, concernant cette mi-journée, on peut dire, hein, de Serie A. Les résultats, du coup, le classement, bon, toutes les équipes n'ont pas joué le même nombre de matchs. Donc 21 matchs joués, donc 52 points. Je dis la Juve actuellement leader, hein, provisoire en attendant le match de l'Inter qui se jouera le mois prochain. Hein. Donc 51 points pour l'Inter, 45 pour l'AC Milan et 30. Il y a des sacrés creux, hein, quand même. 52, donc là on passe à 45 et à 34. Donc voilà, concernant ce championnat italien. Du côté de l'Allemagne,
Le Bayern Munich contre le Werder de Brême, c'était hier et c'est quand même une énorme surprise. Le Bayern Munich s'est incliné 1-0 contre le Werder de Brême. Donc voilà, Weiser, l'unique buteur du match à côté Werder, buteur à la 59e minute de jeu. Donc les statistiques, le Bayern a beaucoup dominé, 21 tirs, mais ça n'a pas voulu rentrer aujourd'hui, c'est fou. Et surtout le Werder, les gars, c'est quand même un exploit monumental pour eux. Ça faisait plus de 15 ans qu'ils n'avaient pas gagné contre le Bayern Munich, que ça soit à Munich ou chez eux, même chez eux ils prenaient à chaque fois des raclés, ça faisait plus de 32 matchs d'affilée qu'ils n'avaient pas gagné contre le Bayern. Leur dernière victoire remontait au 20 septembre 2008, on est quand même le 22 janvier 2024. Donc voilà, il y a plus de 15 ans, ils ont gagné 5-2 la dernière fois. Et 32 matchs après, ils regagnent contre le Bayern en plus à Munich. Donc voilà, énorme exploit on peut dire de cette équipe du Werder de Brême. Et du coup, ça fait les affaires totales bien sûr du Bayer Leverkusen. Vu que Leverkusen, Bayern Munich, je vous le titre, on peut dire ces deux-là. Et vu qu'une a perdu et l'autre a gagné parce que le Bayer Leverkusen, dans un match fou, c'est à Leipzig. Donc voilà, Leipzig, grosse équipe. Et Leverkusen s'en est sorti, incroyable. Donc ils ont gagné le match 3-2. Regardez qui a marqué Incapi, mais à la 91e minute de la rencontre. C'est fou, à chaque fois ils étaient menés, 1-0 ensuite, Leverkusen ils étaient menés 2-1, ils ont gagné le match 3-2. Cette équipe est totalement incroyable, cette équipe du Bayer Leverkusen. Donc les statistiques de la partie, et nouvelle victoire pour eux, et surtout toujours invaincus après 27 matchs, toutes compétitions confondues. Je crois que dans les 5 gros championnats en Europe, je vois pas d'autre équipe qui n'a toujours pas perdu à cette saison. Toutes les équipes ont perdu au moins une fois, pas eux les gars, 0 défaite depuis août. Toutes compétitions confondues, 3 nuls et 24 victoires. C'est quand même impressionnant ce qu'ils sont en train de réaliser. Le Bayer Leverkusen, donc voilà, ils perdent 1-0, ils perdaient 2-1, mais c'est eux qui gagnent le match 3-2. C'est fou, Et on va parler de Grimaldo. C'est fou, Grimaldo aussi, il joue défenseur gauche. Il a encore délivré 2 passes décisives sur ce match gagné 3-2. Donc ses stats, Grimaldo, c'est 9 buts, 10 passes D. Cette saison, Frimpong, défenseur droit de l'autre côté. L'autre côté par rapport à Grimaldo, 7 buts, 10 passes D. Et t'as les gars, c'est un défenseur. Regardez, c'est des défenseurs, regardez 5 buts. Ils ont des stats exceptionnelles quand même pour des joueurs défensifs. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est fou. Cette équipe de Leverkusen, c'est un rouleau compresseur, tout simplement. Dortmund joue contre l'équipe de Cologne. Donc Dortmund sans souci aussi, ils se sont imposés 4-0. Donc Malen doublé, Fulker sur penalty et Moukoko en toute fin de match a été auteur du dernier but. Et du coup, belle victoire du Borussia Dortmund 4-0. Et de retour à Dortmund, Sancho semble retrouver des couleurs. Donc une passe D et un penalty obtenu sur ses 2 premières apparitions. Donc voilà, ça se passe plutôt bien, bien sûr, le retour de Sancho. Donc tous les résultats, donc il y a un match à Mayence Union Berlin qui aurait dû être joué vendredi, c'est pas joué, match reporté, sinon tous les autres matchs ont été joués. Et du coup, le classement de cette Bundesliga, toujours Leverkusen. Mais regardez, Leverkusen maintenant, ils ont un petit creux par rapport au Munich. Munich pose toujours un match en retard. Et même si le Bayern gagne son match en retard, ce sera contre Union Berlin, là je crois que c'est dans quelques jours, il sera 44 points, il sera toujours 4 points derrière le Bayer Leverkusen qui aura un joker, on peut dire, voilà, cette saison. Même s'ils perdent un match, voilà, ils seront toujours devant le Bayern Munich. Donc voilà, concernant bien sûr ce classement, Leverkusen fait la bonne opération. Stuttgart un 3e, Leipzig 4e, et Dortmund, les gars, revient au même point que Leipzig, avec Leipzig a perdu et Dortmund s'est imposé. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui. Donc on a parlé bien sûr des gros championnats, enfin pas en France, c'est de la Coupe de France. Donc bien sûr il y avait la CAN, la Coupe d'Asie. Regardez, on est déjà à 37 minutes de vidéo. Donc vous savez que le lundi c'est long. Donc tout à l'heure bien sûr il y a l'After Zap Image. On reviendra sur tout ce qui s'est passé ce week-end pour la CAN, parce qu'il y a eu beaucoup de choses à dire, et aussi sur la Coupe d'Asie, même les autres championnats. Par exemple, on parlera aussi du PSV, les gars, parce que le PSV a été accroché ce week-end pour la première fois depuis le début de la saison. Donc voilà les gars, ce qu'il y avait à dire. Donc j'espère que ça vous a plu. On se retrouve tout à l'heure pour l'After Zap Image et demain sur cette chaîne pour le prochain numéro. Bonne journée à vous et à plus tard.